Alors, Gustavo Cortés Bueno, vous nous avez dit que Franco a fantasmé sur ce complot venant de l'étranger, ayant des prolongements à l'intérieur même du pays. Et alors vous avez fait référence à ce moment-là à l'état de santé mentale, et peut-être pas à son état de santé mentale, tout simplement à la déficience intellectuelle de Franco. Et c'est par là d'ailleurs que débute pratiquement votre film, avec une intervention d'Albert Boadella, qui est un homme de théâtre, qui dit clairement que pour lui, Franco est un simple d'esprit qui est arrivé là au bon moment et que rien ne le prédisposait par ses qualités personnelles à occuper la place qu'il a eue dans l'histoire de l'Espagne. Et je crois que cette réflexion donne le ton à tout ce qui va suivre dans votre film, dans votre documentaire, c'est-à-dire une vision à la fois assez pour expliquer un petit peu comment les Espagnols ou une génération d'Espagnols a pu vivre le franquisme, mais alors vous voyez tout cela au second degré avec un petit sourire au coin des lèvres d'une manière un petit peu ironique, je dirais, pour dire que les franquistes sont quelque part responsables du sort qu'ils ont connu. Et la thèse centrale de votre documentaire, c'est que le franquisme s'est épuisé naturellement et non pas parce que les Espagnols l'ont voulu. C'est une phrase terrible, oui. Une réflexion terrible que vous faites là. Est-ce que vous pourriez justement expliquer justement maintenant cette situation de tous ces gens qui avaient 30 ans ou même plus, lorsque Franco est mort, parce qu'on dit nous avions, nous 30 ans, ceux qui témoignent, enfin il y a tous ceux qui précèdent et qui ont maintenu presque avec un poumon artificiel le franquisme, et ce qui suppose que quelque part il y a une responsabilité collective face à cette situation. Oui, c'est filmé, c'est une chaîne de télévision française qui m'a commandé de le faire, et quand j'ai commencé à travailler, je pensais dans ma famille. Et je me souviens, à l'époque de la mort de Franco, j'étais environ de 14 ou 15 ans. Mais j'étais quelqu'un très engagé politiquement, parce que ma famille, ils sont très, très, très engagés au niveau politique. De fait, il était emprisonné. De fait, ils sont quelqu'un très connu en Espagne à cette époque-là. Non? Je me souviens de la solitude de ma famille et aussi de la solitude des personnes que toujours j'ai rencontrées chez moi. Non? Franco est mort le 20 novembre, mon anniversaire c'est le 21, et je me souviens qu'ils ont utilisé mon anniversaire pour fêter ça. Mais finalement, la fête de la mort de Franco, ils sont 15 personnes. C'est la réalité. Ça veut dire, cette histoire qu'aujourd'hui tout le monde raconte, de que nous sommes tous démocrates, c'est pas vrai. À cette époque-là, tout le monde s'est bien adapté à Franco. C'est les années 70, c'est déjà quand l'Espagne commence à décoller au niveau économique, non? C'est presque pour faire faillite les années 70, mais après 73, ça commence bien pour le tourisme. Et tout le monde, il est fier de Franco. Et il y a beaucoup de monde qui sont pleurés pour la mort de Franco. Et vraiment, les progressistes, ils sont minoritaires. Sont combien? 1%, 2% de la population. Donc on n'a pas connu ce déferlement qu'en tout cas j'ai vu à la télévision, maintenant je ne sais pas si ça a été exagéré ou pas, qui se passe un an plus tôt lors de la révolution du 25 avril 1974 au Portugal, où on a vu quand même tout le monde chanter. Je ne sais pas, bon, moi j'étais pas là, donc... mais on a vu quand même à la télévision, lors de cette révolution des œillets, des militaires qui avaient raté un premier coup d'État un mois avant, si mes souvenirs sont bons, et puis une foule quand même qui a participé à cette révolution. Or, a priori, on pourrait imaginer que les Portugais, c'est un peuple plus
mollasson et plus traditionnel que les Espagnols, mais c'est peut-être des a priori tout ça. Non, l'Espagne a vécu une tragédie vraiment forte. La révolution et la guerre espagnole, et là, on parle des chiffres différents, mais c'est demi-million de personnes qui sont mortes. Il y a quelqu'un qui parle d'un million, mais je pense que c'est demi-million de mortes. Puis, ils sont demi-million qui sont partis exilés. Et après, pendant les premières années de la post-guerre, de la guerre, après la guerre, environ de 300 000 personnes ils étaient fusillées pour Franco et environ de 200 000 personnes ils sont mortes de famine parce qu'il n'y a pas rien à manger. Et ça se sait peu en général. C'est ça. Et ça, je vous parle de 1 million et selon quelques historiens, 2 millions. Je reste avec 1 million que c'est la plupart des historiens. Mais je ne suis pas historien, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, c'est vraiment une tragédie. Après, c'est le silence. Après, c'est Franco, la seule chose qu'il a bien fait pour ça, s'intéresse, c'est avoir des militaires et des policiers partout. On ne peut pas rien dire. Et voilà, être fusillé, c'est quelque chose qui ça arrive facilement. Non? C'est pour ça que la peur s'installe dans la société et ça reste pendant des années et des années. Finalement, il passe 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est trop, non? Tu penses qu'il n'existe pas d'avenir, aucun espoir. Pourquoi? Aux États-Unis, il est en train de nous aider. Les autres pays, personne nous demande qu'il faut rentrer dans la démocratie comme aujourd'hui. L'Europe, il fait avec tout le monde. Nous essayons d'exporter la démocratie. À cette époque-là, pas du tout, non? C'est pour ça que les espoirs, c'est quelque chose que tu le trouves partout, non? Et finalement, tu dis bien, si c'est ça qu'il y a une autre possibilité, on va s'adapter. On va essayer de un peu vivre un peu mieux. Si je restais sans rien dire, sans crier, probablement j'aurais un petit boulot, non? Et bon, quelques jours, on va mourir et j'espère que mon fils. Donc, ça, c'est l'histoire. Avant tout survivre plutôt que vivre. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Mais finalement, va devenir en fierté. Pourquoi? Parce qu'il existe aussi cet appareil de la propagande franquiste qui en parlait tout le temps, tous les jours. Tu arrives à un cinéma, il faut se mettre debout et chanter le Canal Sol, que c'est l'hymne fasciste, non? Toujours c'est les nodos, c'est très connu. Je travaille beaucoup avec ces matériels. C'est un sorte de journal télévisé qu'on passe dans tous les cinémas, non? Et là, on te raconte, c'est toujours Franco qu'il est en train de prier, qu'il est en train de rester avec des religieux, non? Ok, il est en train de visiter un hôpital, non? C'est quelqu'un, ton papa. Tiens, une petite question, une petite parenthèse. J'ai un ami m'a dit, mais il n'est pas espagnol et je ne sais pas si c'est vrai, que le drapeau espagnol actuel, il date de l'époque franquiste, ou bien est-ce que c'était vraiment un autre drapeau avant Franco? Parce que j'ai entendu, parce qu'il m'a dit, on continue à saluer le drapeau de l'époque fasciste, mais je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce qu'il y avait un autre drapeau? Ça paraît un détail, mais quelque part, je sais que parfois, les symboles ont quand même leur importance. Bon, je n'en sais rien, à titre personnel. Bon, il y a... l'esprit, c'est vrai, mais c'est pas exactement ça. Et avec Franco, le drapeau espagnol, ça vient d'il y a longtemps, oui. Que c'est les rouges et les gens, oui. Ça vient de l'époque de la Rouen catholique, oui, je sais pas quoi, non? Mais Franco, c'est avec un aigle, c'est avec la même chose que... Et l'aigle, il a disparu. C'est ça, ça a disparu aujourd'hui, mais aussi quelque chose. Mais c'est un détail, je ferme la parenthèse. Mais la démocratie, c'est la suite de la dictature, c'est pour ça qu'ils n'ont fait pas de grands changements. Non? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, personne porte les drapeaux espagnols. Parfois, à Madrid, quelqu'un, aussi la droite, tout le monde préfère porter son drapeau régional, non? Les Catalans, la Courrigne au Pays Basque, tout ça. Il y a une sorte de refus, peut-être c'est le sous-conscient, vers les drapeaux espagnols, non? Mais c'est pour ça. Alors. Ok. Mais bon, finalement, il faut s'adapter, c'est ça le problème.
Il faut pendant 40 ans, c'est vraiment difficile. Parfois, je vois dans des régimes aujourd'hui qui sont au début, ils sont merveilleux, qui finalement, ils sont bien mal marchés, disons, des régimes socialistes, des régimes dictatoriels. Non, finalement, tu vois que c'est difficile de faire la révolution quand tu restes 40 ans emprisonné. Je ne veux pas dire que je comprends les Espagnols. Oui, mais comment expliquer alors justement ces différences avec le Portugal? Parce qu'il n'y a pas eu la guerre civile, je suis bien d'accord, au Portugal, mais enfin Salazar, c'était quand même très proche de Franco dans l'esprit, non? Oui. Franco, toujours, il a rêvé d'évahir la Portugal. C'est ça, quelque chose que toujours il a rêvé, non? Non, je pense que Portugal, c'est aussi parce qu'il y a des raisons avec les colonies, aussi sont un coup d'État, disons, un coup d'État révolutionnaire, de les mêmes militaires, non? C'est quelque chose qui te donne un peu de... Tu dois te placer, soit à gauche et à droite, non? Eh bien, tout le monde l'a fêté. Je me souviens de beaucoup des Espagnols qui sont partis à Portugal pour faire la fête, non? Mais je crois que le régime de Franco, même si lui, il est enterré mental, c'est vrai que... Vous maintenez? Oui, bien sûr. Et c'est vraiment très sanglant. Je vous dis, c'est 300 000 personnes qui sont tuées pendant les premières années, fusillées directement, sans avoir un procès judiciaire. Non? C'est une dictature sauvage. Non? C'est finalement, à partir des années 60, quand ils ont commencé à changer petit à petit, non? Mais petit à petit, Franco toujours il a resté au pouvoir, et à ce moment-là, personne à la maison, il a parlé de la guerre civile, personne il est au courant de ce qui passe derrière les Pyrénées. Ça veut dire pour nous, l'Europe n'existait pas. C'est un pays qu'on ne fait pas ni dans l'école, non plus dans les journaux, il n'y a aucune référence à l'Europe, non? C'est pour ça que nous sommes tout seuls dans le monde entier, non? Et à partir des années 60, c'est qu'on commence à voir les premières voix critiques. Avant d'arriver aux années 60, je me propose peut-être de suivre chronologiquement votre film. Donc, dans un premier temps, le premier titre qui apparaît sur les images de votre film, c'est « Quels sont nos souvenirs ?» Bon, alors on voit apparaître à l'écran des scènes du film Rassa, qui date de 1941, et il est dit que Franco, comment dirais-je, il narre sa propre histoire, il raconte sa propre histoire. Et puis, il est question aussi que vous dites qu'il choisit ses rôles. Il est d'abord héros du Rif au Maroc, ensuite il se prend pour le site du XXe siècle pendant la guerre civile, et enfin comme défenseur de l'Espagne contre les attaques, je ne sais plus, les attaques... Oui, la réalité de Franco, c'est que lui... Il a commencé comme père du peuple et il finit comme grand-père du peuple. C'est ça, comme bon papa, quoi. Un bon papa qui est plus... c'est ça. Momifié presque. C'est ça. Quand on le voit à la fin de sa vie, c'est une... Oui, c'est ton grand-père. C'est ton grand-père qui c'est quelqu'un un peu gaga et que tu es là et que tu le vois tous les jours. Je me souviens qu'à la fin de la journée, les fins d'émission de la télé, c'est Franco qui salue, non? Il est déjà tourné tous les jours, on tourne en image qu'il fait, il dit bonne nuit à tout le monde. C'est pour ça que quand ton grand-père vient à t'aider à coucher, non? Non, et le problème de Franco, c'est que lui, je pense que c'est la première personne qu'il a reconnue qui n'est pas capable, il n'est pas non plus les droits d'être le président du gouvernement ou le propriétaire d'Espagne, non? Et lui, c'est un militaire en qualité moyenne. À cette époque-là, il y a eu 800 généraux en Espagne. Ça veut dire qu'être général, ce n'est pas quelque chose d'important.
Hein, d'accord. Et il y a deux sortes de généraux, ceux qui sont restés dans la péninsule et ceux qui sont partis au Maroc. Maroc, c'est notre dernière colonie, après tous les défaits que nous avons eus à Cuba et par tout le monde. Non, le grand empire s'est échoué, et voilà. Et c'est le Maroc. Mais le Maroc, c'est les rives. L'autre côté, c'est française. Et là, on a envoyé, pendant tous les débuts des siècles, de 1900 jusqu'à le 1936, des militaires pour faire la guerre. Et toujours, ils ont perdu la guerre. Hein? Mais il y a des histoires terribles qui arrivent. C'est le Barranco del Lobo, l'endroit qui sont morts beaucoup de monde. Non? Et Franco, pour faire la carrière, il est parti au Maroc. Et là, il a commencé à monter. Mais monter, je dis, oui, son général, ce n'est pas quelque chose d'important. Aujourd'hui, dans toute l'Europe, je doute beaucoup qu'il y a dans toute l'armée européenne plus de 100 généraux. Il y a une expression d'ailleurs, hein, quand on dit qu'on est général dans l'armée mexicaine, parce qu'il y avait plus de généraux voilà, que de c'est caporaux. Ça. Oui. C'est ce qu'on voit dans les albums d'Hergé, là, quand dans l'oreille cassée, je sais pas, vous voyez, là. Oui. Finalement, Tintin est nommé à un moment donné colonel, mais tout le monde est colonel. C'est ça, voilà. Oui. Il n'y a plus de soldats pour saluer les colonels. Oui. Je crois avoir lu, je peux me tromper, mais pas beaucoup, que les rapports entre les nombres de généraux et de soldats, c'est en général pour chaque 500 soldats. Ça veut dire, c'est un peu ridicule, non? Oui. Mais lui, après, il nous a raconté des histoires merveilleuses, qu'il était la générale le plus jeune du monde et tout ça. C'est pour ça qu'il s'est fait appeler le généralissimo. C'est ça. Le plus général entre tous les 800. C'est ça, oui. C'est pour ça que bon. La suite de sa carrière, c'est que, bon, il était au Maroc, non? Et puis îles Canaries, mais après Maroc, il a essayé toujours, le général c'est très important parce qu'ils sont... C'est gonflé, quoi, constamment. C'est ça. Voilà. En Bruxelles, on dit un dickeneck, c'est-à-dire quelqu'un qui a un gros coup. Voilà, c'est ça. Mais finalement, il a vu que c'est la fin de sa carrière, non? Mais Franco, on l'appelait toujours Franquito, ça veut dire le petit Franco, ça veut dire c'est son frère qui est le plus connu. C'est quelqu'un qui a fait en avion le parcours entre New York et Espagne sans atterrir, non, c'est quelque chose de très important pour nous, non. Il était un républicain, et puis aussi... son frère, un héros de guerre, c'est pour ça. Et lui, il a caché l'histoire de son frère. Donc on peut comprendre l'histoire de Franco pour des raisons psychanalytiques presque. Voilà, c'est ça. C'est un rapport, des rapports familiaux qu'il a, comment dirais-je, qu'il a transformé, comme on parle de transformation d'un but au football, qu'il a transformé, qu'il a canalisé socialement en devenant caudillo, enfin je sais pas, voilà. Voilà. Et le pire, ça vient après le coup d'État, non? Parce que nous avons vécu en guerre civile, mais avant la guerre civile, c'est un coup d'État. Il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas qu'on se met en guerre, sinon c'est un coup d'État. Le coup d'État, ce n'est pas préparé pour Franco. Ça veut dire c'est Sanjurjo. C'est aussi Mola. Ils sont des militaires qu'on appelle les 100 en général, non, qui sont les plus importants. Hein. Et Franco, toujours, il a refusé de participer. Non plus, ce n'est pas quelqu'un d'important. La seule importance de Franco, c'est qu'il se trouve à Maroc, et les militaires qui sont dans la péninsule, ils ne sont pas des armements. Tous les bombes, tous les avions, ils sont au Maroc, parce que nous sommes en guerre. C'est pour ça que c'est l'importance de Franco. Et finalement, il a eu la chance, et pour beaucoup d'historiens ce n'est pas la chance, non, de que Sanjurjo, qu'il était la personne qui l'a poussé le coup d'État, il est mort dans un accident d'avion, quand il est prêt pour venir de Portugal à Espagne pour prendre le pouvoir. Comme quoi le hasard a de l'importance en histoire. Mola aussi, elle est morte, et on dit, beaucoup des historiens, qu'elle était tuée pour Franco. Franco, ça qu'il a, c'est profité d'avoir beaucoup d'armements, et c'est aussi n'est pas un bon militaire, non. Et tous les précédents, les généraux les plus importants, ils sont morts ou ils sont tués pour quelqu'un proche à lui. Ça que c'est très important et c'est véridique au niveau d'histoire, c'est que les candidats pour les nazis et pour Mussolini, pour être, disons, les chefs d'État de l'Espagne, la nouvelle Espagne qui va gagner, c'est le Primo de Rivera. Primo de Rivera était emprisonné à Alicante et les républicains ont accepté faire une échéance
avec lui et un général républicain. Mais Franco, il a empêché ça en disant non, parce que sinon jamais je veux arriver au pouvoir. Non, ça c'est au niveau historique déjà c'est confirmé. Alors on voit l'hypocrisie aussi qu'il y a dans la juxtaposition des deux tombes dans la vallée de Los Caídos entre celle de Primo de Rivera et d'autre part celle de Franco. Voilà. Et lui aussi il a ralentissé la chute de Madrid. Quand il arrive à Madrid, déjà c'est la chute, ça veut dire c'est la fin de la guerre, mais déjà dans l'année 37. Mais il a décidé de s'arrêter à ce moment-là. Et pourquoi alors? Parce que Mola encore il est vivant. Et c'est pour ça qu'il a fait un détour pour aller à Toledo. Et là, il y a une histoire merveilleuse de Toledo, on voit qu'il a raconté des films fantastiques, non? Et finalement, il a donné le temps de l'arrivée des brigadas internationales, hein, et la brigada Hellman, et après Lincoln, et finalement, voilà, la guerre, il a continué. Ça veut dire qu'il a manipulé les développements de la guerre, et aussi, il est derrière de beaucoup de tueries qu'il a eu dans les côtés nationalistes, fascistes, pour arriver au pouvoir. Et c'est lui qui a fait un gouvernement provisoire à Salamanca, qui est à côté de la frontière, parce que jamais il a pensé qu'il va gagner la guerre, non? Pour ça, il peut s'enfuir, et puis à Burgos. Hein? Mais c'est vrai, et maintenant c'est accepté pour tout le monde, c'est quelqu'un qui se méfie de tout le monde. Oui. En tout cas, en vous écoutant, je comprends que le franquisme et la guerre civile soit une source inépuisable pour faire des documentaires, des films, et même des films de fiction aussi, parce que en vous entendant, on ne sait plus quelle est la part. Ça paraît tellement fort tout ce qu'on vous entend qu'on pourrait imaginer que c'est le résultat d'une élucubration d'un cinéaste en recherche de scénario. Non. C'est vrai, vous comprenez ce que je veux dire. Non, ça que je veux vous raconter, c'est Preston, c'est l'historien qui lui apporte, c'est ça. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup de possibilités à faire un film, mais en tragédie, sans doute. Ouais. Le temps avance, vous êtes tout à fait passionnant et je me dis qu'il faudrait vous réinviter sans doute un jour, mais pour aujourd'hui je vais quand même essayer de boucler le sujet autour de ce film, donc il y a encore plein de choses à dire. Donc je vous demanderai peut-être d'être un petit peu plus bref, pas du tout par des intérêts, vous avez bien compris, parce que ça me passionne tout ce que vous dites, mais parce que voilà, j'aimerais bien qu'on boucle, je dirais, le dossier de votre film « Quand Franco est mort, nous avions 30 ans ». Voilà. Alors, il y a également de très belles images qui sont reprises dans la deuxième partie, le deuxième chapitre que vous abordez, la récupération de la mémoire, qui sont tirées des Noces de sang d'après Garcia Lorca et le film de Carlos Saura, qui est en fait une sorte de... Les images que vous montrez, une parabole de la guerre civile, en fait. Vous pourriez en dire quelques mots? Oui, Bodas de Sangre, c'est un pièce de théâtre de Lorca qui, rappelons-le, est mort au début de la guerre civile. Oui, au début de la guerre. Des faits, on vient de retrouver la tombe. Non, on ne les trouve pas. Ils sont non, et finalement, ils sont désenterrés les tombes, mais ils sont rien trouvé. Ah, d'accord, c'est ça. Oui. Et Lorca, c'est quelqu'un de très engagé, et il a écrit une histoire très, très ouverte, que c'est vraiment, on peut le lire quand toujours sa guerre qu'il cite entre les deux Espagnes, non? Que c'est ça qu'il a voulu faire, non? Et puis Saura, en partant avec Gades, que c'est un danseur très, très connu espagnol, ensemble, ils ont repris Parce qu'il y a une tension dans ce film. Ça. Oui. Extraordinaire. C'est la guerre entre deux. Les nerfs à vif. C'est ça. Saura, de fait, il est un cinéaste merveilleux qui toujours il a travaillé avec les symboles. Il a fait, probablement, il y a plusieurs cinéastes à l'époque qui sont tournés dans les années 60 et 70, que c'est interdit. C'est Franco encore. Ils ont fait des films qui sont vraiment polémiques, mais avec une symbologie que le même Franco jamais il arrivait à comprendre, non? Mais c'est des films vraiment combattants, non? Et c'est plutôt la casse que aussi il utilisait dans les films, non? Alors, le chapitre suivant s'intitule « La guerre est finie, vive l'Espagne, les années 1940 ».
qu'est-ce que vous pourriez retenir comme idée centrale pour cette décennie-là? Pour moi, c'est le silence, c'est l'Espagne noire et c'est la famine. C'est toujours la même chose. Et aussi, de quelle manière tu trouves des uniformes partout. Et l'Espagne noire, c'est d'abord lié à l'uniforme du clergé et de l'armée. Enfin, c'est quoi l'Espagne noire? Le terme noir, j'ai bien compris que Oui. la famine, donc c'est l'obscurité, Oui. c'est l'horreur, je veux dire, Oui. au quotidien. Mais est-ce que c'est aussi lié, comme un petit peu dans le roman de Stendhal, le rouge et le noir, le clergé et la révolution, quoi, c'est ça? Oui, de fait, nous, on parle aussi de l'Espagne negra, l'Espagne noire, non? Quelque chose qui vient de presque l'Antiquité, non? Et c'est quelque chose qui ne veut pas changer. Quelque chose qui ça reste dans des racines un peu des siècles derniers. Et là, ça est devenu à la mode un peu les uniformes partout, mais aussi s'habiller en noir et les couleurs les plus foncées, non? C'est interdit pour des femmes, mais c'est une interdiction réelle de s'habiller en blanc, en rouge, en bleu. Parce que ce sont des couleurs qui sont un peu trop ludiques, non? C'est pour ça qu'il faut rester avec des couleurs foncées. Et alors, vous dites aussi, ou l'un de vos intervenants, en tout cas dans votre film, vous dites que c'est une société masochiste où les femmes sont discriminées, et c'est seulement à partir de 1970 Oui. que les filles sont scolarisées et où l'enseignement des filles devient obligatoire. Donc, il y a de cela seulement 40 ans, donc c'est très tardif. Hein. Oui, ma mère, elle est prof, elle a fait ses études en France, parce que c'est interdit de faire des études universitaires pour elle. Voilà. Ah, et c'est une des premières femmes qui est prof, femme en Espagne. Et les femmes étaient réduites à être... c'est un beau rôle, mais enfin qui est quand même très limité à être des mères et rien d'autre que des Oui, mères, la reproduction. des femmes au foyer. C'est ça. Et voilà. Voilà. Et C'est dans l'ombre des hommes. C'est ça. Son rôle, c'est un peu rendre la vie plus facile à l'homme et faire femme de foyer et une machine reproductrice. C'est tout. C'est ça. Alors, on va passer ensuite à l'époque qui suit. C'est une date clé 1957. Pourquoi 1957? Là, c'est le moment qu'il y a eu les premières manifestations qui ça est devenu, qui a étonné à tout le monde. Et manifestations à Madrid qui sont les étudiants universitaires. Et être un étudiant universitaire, c'est quelque chose de difficile. Il faut avoir beaucoup de l'argent et aussi tu dois avoir un permis spécial. Ça veut dire que les étudiants, ils sont les fils des vainqueurs. Ça veut dire là, une des personnes que j'ai fait l'interview, Pradera, ça vient d'une famille très, 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 très importante, très proche au régime, et aussi des intellectuels de Franco, et lui, son fils, et finalement, il est devenu parti communiste, quelqu'un de très important, et c'est une des premières que, dans les années 57, ils ont dit non, il faut arrêter. Oui. Au fond, derrière tout ça, il n'y a pas aussi, maintenant, non pas du côté de Franco, mais du côté justement de cette population étudiante, aussi il y a un problème presque aussi psychanalytique, c'est le problème édipien, c'est les fils contre leur père, un petit peu comme on va le voir, mais dans un tout autre contexte 10 ans plus tard, en France, au moment de mai 68, où ce sont ces étudiants qui font mai 68, et dénoncent la société que leurs pères ont créée, cette société de consommation, Oui. où les gens sont robotisés, une société patriarcale, où on doit respecter l'autorité. Évidemment, le contexte est tout à fait différent, Oui. je reconnais. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté, presque cette dimension de psychologie collective qui s'inscrit dans un contexte qui est clair et qui est objectif, qui est tout à fait objectif sur le plan politique et social, donc ce n'est pas une simple fantasmagorie, on est bien d'accord. Hein. Je crois que c'est un mélange de tout, mais pour les premières progressistes, les fils des vainqueurs, je crois que le plus important c'est qu'on connaît les deux mondes qui existent, ça veut dire les privilèges d'être un vainqueur et puis la réalité qu'on les voit tous les jours, non?
Et il ne faut pas oublier que ce sont les premières personnes, les seules qui ont pu faire des voyages à l'extérieur. Hein. Et une fois que tu reviens, ce n'est pas les migrants, c'est quelqu'un qui a de l'argent, il revient. Et comme ça, on connaît en réalité qu'on ne l'accepte pas bien. Et d'autre côté, c'est aussi le régime de Franco, à partir de l'année 57, il est presque en faillite économique. Hein. Et aussi Franco, il commence déjà à faire un vieillard, quelqu'un très âgé, qui n'arrive pas, qu'il commence à dire des choses un peu bizarres. Non? C'est pour ça que les fils, on sait qu'il faut s'opposer, mais en même temps, il faut faire quelque chose pour garder... Clairement qu'il y a une fracture dans la société. Voilà. Il voit que c'est une société à deux vitesses inégales. Exactement. D'autant plus que, vous le dites d'ailleurs dans votre film, c'est qu'il y a beaucoup de mendiants, il y a beaucoup de mutilés aussi de la guerre civile, et on voit... Voilà, deux réalités, ça colle pas ensemble. C'est ça. Il y a vraiment deux Espagnes, en fait. Hein. Il y a deux Espagnes, et aussi, on sait, les fils, les étudiants, que c'est lui, ce sont les personnes qui on va avoir le pouvoir bientôt. C'est pour ça que les choses, il faut bouger, il faut changer. C'est ça que les années 57, il y a un changement très important en Espagne. Alors, on passe aux années 60 maintenant. Et ce chapitre-là s'intitule « C'est fou ce que les temps changent ». Donc, c'est ce que vous venez de dire à l'instant. Alors, il y a d'abord des modifications, je dirais, liées à la société de consommation que j'évoquais il y a quelques instants. C'est l'arrivée des machines à laver, des machines à vaisselle, des aspirateurs. Et vous expliquez en fait que, contrairement à ce que le régime pensait, c'est-à-dire qu'on allait endormir les gens justement avec un bien-être matériel qui allait les calmer, au contraire, vous expliquez que ce progrès purement matériel va être fatal pour le régime. Oui. De fait, les années 60, c'est bouleversant pour le régime parce que c'est le tourisme. Ils sont des millions de personnes qui commencent à arriver en Espagne en été. Hein. Ils sont des Suédois, des Françaises, que pour nous, en Espagne noire, c'est quelque chose qu'on se vient de quelqu'un de la Lune. Mais en même temps, tu commences à savoir qu'il existe derrière les Pyrénées, ou dehors les Pyrénées, il existe un monde tout à fait différent et plus remarquable et plus intéressant que ça que tu connais jusqu'à présent. Non? Et le tourisme aussi, ça qui nous apporte, c'est de l'argent. Et d'avoir une économie des années 50, qui est une économie de guerre, on commence à devenir un peu plus riche. On peut avoir une petite voiture, c'est la voiture la plus petite d'Europe, non, que c'est la Fiat 500, que chez nous c'est Seat, non, voilà. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment fatal pour le régime? Parce que, puisque la thèse centrale que vous développez dans tout le reportage, c'est quand même que le franquisme s'épuise naturellement. Donc, c'est fatal et pas fatal en même temps, parce que finalement, le franquisme, est-ce qu'il est vraiment affecté par ça, puisqu'il continue à vivre, à survivre, à végéter comme une plante dans une cave Oui, c'est fatal, mais finalement, il est mort au lit, mais il est mort. Le désir de Franco, c'est que la suite de son régime, c'est Juan Carlos. Ça veut dire continuer avec la dictature. Hein. Et de fait, il a essayé, sans réussir, de marier à Juan Carlos avec sa fille. Et après, finalement, il est marié avec un Bourbon. Ça veut dire qu'il a essayé de devenir un roi. Au lieu de caudillo, de devenir un roi, il s'est héritier qui continue un peu les nouveaux Bourbons chez nous. Non? C'est pour ça que finalement, c'est fatal parce que la population, au lieu de rester dans l'intérieur en regardant que nous avons eu une économie autarkie, non? Et finalement, nous avons vu qu'il y a quelque chose de très intéressant derrière les Pyrénées. Que c'est l'argent, c'est la voiture, c'est faire des vacances, et probablement la liberté. Pas dans ce moment-là, on avons pensé à ça, non, mais ça viendra un peu plus tard. C'est pour ça que c'est les graves erreurs qu'il a fait
Franco, non, le régime. En fait, vous étiez déjà en train d'anticiper, je dirais, sur les derniers chapitres. Donc, les 3 derniers chapitres s'intitulent 1965-1975, l'agonie du franquisme, puis 1973-1975, la mort jusqu'au bout, et puis finalement, le 20 novembre 1975. Hein. Voilà. Alors, on a fait le tour, je dirais, en gros de votre... Bon, j'étais un peu plus rapide, évidemment, vers la fin, oui. parce que l'heure tourne, et vous avez encore 1000 choses à dire, et vous avez déjà publié un certain nombre de documentaires, et il y en a d'autres, si j'ai bien compris, qui sont en préparation sur le même sujet. Je voudrais peut-être, pour terminer, vous interroger sur le choix que vous avez fait de vos intervenants, et est-ce que vous pourriez les présenter un petit peu? Moi, j'ai noté quelques noms ici, et ce serait peut-être gentil de m'expliquer pourquoi vous les avez choisis. Donc, j'ai noté le nom de Javier Pradera, qui est éditorialiste, le nom de Paul Preston, historien, de Cortázar, historien, d'un historien du cinéma, Roman Goubert, d'une avocate, Cristina Almeida, de 2 écrivains, Manuel Vicente et Marura Torres. Voilà. Est-ce que vous pourriez, en quelques minutes, nous dire pourquoi vous les avez choisis, eux, pourquoi pas d'autres? Est-ce que c'est en fonction de leur notoriété ou en fonction de leur esprit un petit peu caustique que vous connaissiez préalablement? Comment s'est fait ce choix? C'est un choix un peu polémique. Oui, parce que de fait, j'ai eu des problèmes avec des chaînes de télévision qui sont les coproducteurs. Parce que moi, j'ai pris la décision que les seuls intervenants doivent être des personnes qui sont battues pour la démocratie. Aujourd'hui, en Espagne, tout le monde s'est battu pour la démocratie, mais c'est pas vrai. Donc, ce sont des vrais démocrates. Des vrais démocrates. Et pourtant, ils n'hésitent pas, parfois, à ironiser sur leur propre attitude. Certains d'entre eux. Voilà, c'est ça. Ils sont les trois de dire la vérité, parce qu'ils sont bien connus la vraie histoire, non? Ils sont des personnes qui ont resté dans la clandestinité, des personnes qui ont souffert eux-mêmes tous les problèmes contre les femmes. Et ils sont exilés, après ils sont retournés. Ils sont la plupart, pas tous, fils des banqueurs. Pas Maruja Torres, par exemple, mais oui les autres. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont un peu ça qu'on appelle les progressistes. Ils sont des vrais progressistes qui aujourd'hui on joue un rôle très important en Espagne. Le Pradera, c'est, disons, une des têtes pensantes du journal El País, non? Maruja Torres, Manuel Vicente, ils sont des écrivains aussi très remarquables. Boadella, c'est quelqu'un excellent de théâtre. C'est celui qu'on voit apparaître tout au début du film. C'est ça, hein? C'est ça. Et lui, c'est un... il écrit des pièces de théâtre, c'est ça, lui. Voilà, il est le directeur del Joglar, c'est un groupe de théâtre très, 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 très important chez nous. Barcelone. Barcelone, oui. Ouais. Et c'est pour ça que les personnages, une chaîne de télévision, il m'a demandé un peu de faire des interviews à des personnages qui ne sont pas vraiment des progressistes, mais qui ont joué un rôle important. Mais moi, j'ai un peu refusé et j'ai resté avec eux. Non? C'est vrai qu'il y a eu d'autres personnages qui ont fait des interviews, mais finalement, jamais j'ai l'utilisé dans les films. Non? Tiens, pour terminer, une petite question d'actualité. Le pape est pour l'instant en Espagne. Il s'est rendu successivement à Saint-Jacques-de-Compostelle, donc en Galice. Il s'est rendu, où il y est peut-être toujours, en Catalogne, à Barcelone. Est-ce que vous pourriez dire un petit peu, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'Espagne noire, un petit peu comment son arrivée, sa présence en Espagne a été perçue dans ces 2 régions d'Espagne, tout à fait récemment donc? Wow, d'abord en toute l'Espagne, elle n'est pas reçue, je pense, parce que depuis 300, l'Église il est en train de faire une campagne politique
contre les gouvernements et contre les parlements. C'est la loi de l'avortement, c'est la loi de je sais pas quoi, les divorces et tout ça. Ça veut dire, au lieu de rester dans l'église, ils sont... Je crois que le mariage homosexuel est permis aussi. Hein, oui, c'est permis chez nous. C'est pour ça que toujours, au lieu de rester dans l'église, on fait des grèves, on fait des manifestations, quelque chose. Ça veut dire, on joue un rôle politique. Et quand le pape, il arrivait, voilà, ce n'est pas une surprise qu'il a fait ces déclarations si, voilà, inacceptables, non? À Barcelone, il était mal accueilli. Ça veut dire, c'est vraiment froid. Il y a presque personne qui était à la Sagrada Familia. Tout le contraire. Il a beaucoup des homosexuels qui sont restés à la Sagrada Familia dans le moment qu'il arrivait le pape. Ils ont commencé à s'embrasser un peu pour faire la provocation, non? Et les Catalans, ils sont un peu refusés l'arrivée du pape. À Galicie, c'est Saint-Jacques. En Galice. En Galice, pardon, oui. En non, Galice, je vous disais tout à l'heure que la Galicie est une région du sud de la Pologne. Voilà, c'est ça, Galice, pardon. Et à la Galice, c'est Saint-Jacques. Et c'est vrai qu'il a eu plus de succès. Mais en tout cas, ce n'est pas un grand succès, ça qu'il a eu. Et il faut tenir en compte aussi que la Galice, c'est un peu un centre qui, les plupart, ils sont de droite, non? Et aussi, Saint-Jacques, c'est quelque chose d'important, non? C'est pour ça, bon. Mais je crois que la plupart des Espagnols, ils sont un peu, ils n'ont pas bien vu les paroles du pape et ils sont un peu rigolés avec ça qu'il arrivait à Barcelone. Moi, par exemple, je suis fier de ça qu'on a fait à Barcelone, oui, contre le pape, oui. Merci beaucoup. Alors, je propose de finir ici l'émission. Je rappellerai peut-être pour les auditeurs francophones qu'il existe de multiples ouvrages sur la guerre d'Espagne, sur le franquisme, mais peut-être au moins deux classiques de la littérature française. L'un que j'ai cité tout à l'heure, L'Espoir d'André Malraux, et d'autre part quand même, avec un regard différent, mais qui est un roman très, très classique aussi à ce sujet-là, Les grands cimetières sous la lune de Georges Bernanos, qui parle de cette guerre civile en Espagne. Et alors, peut-être plus récemment encore, c'est au mois de mai ou au mois de juin, donc il y a quelques mois, qu'a été réédité aux éditions Aden, dont je recevais l'éditeur voici quelques semaines, les 10 jours en Espagne d'Elsa Triolet. Vous savez, c'est la compagne de Louis Aragon qui, au début de la guerre civile, a fait un voyage et donne ses impressions sur l'Espagne à ce moment-là. Donc je remercie encore vivement Gustavo Cortés Bueno pour ses propos tout à fait passionnants, et s'il n'en avait tenu qu'à moi et que j'avais toute la soirée, je crois qu'on était parti certainement jusqu'à minuit, mais les choses sont ce qu'elles sont, hein, et j'ai une limite d'heure qui m'est fixée le soir, le lundi soir. Donc je terminerai, comme à l'habitude, en le remerciant une fois de plus très chaleureusement,